Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être aussi nombreux pour notre webinaire harcèlement moral et sexuel. Je vais laisser la parole à Clémence et Thomas. Et bon webinaire à tous. Alors, pour ce petit webinaire d'1h30 aujourd'hui, c'est moi-même, Thomas Panouillet, qui suis juriste et conseiller technique pour la CFTC CAD, qui assurera la première partie de ce webinaire, hein. Moi, je me concentrerai vraiment sur l'aspect harcèlement moral et mon ancienne collègue Clémence Choumiacher, que je laisse se présenter, fera la suite. Oui, et donc je suis maintenant directrice générale de la Fabrique Cherdet, donc un organisme de formation que j'ai créé avec deux associés. Et donc effectivement, j'accompagne et les directions et les organisations syndicales sur principalement les questions qui concernent l'émission des élus du personnel et le dialogue social, bien sûr. Donc voilà, une petite présentation très rapide de mon organisme de formation et comme je vous disais, de mon cabinet de conseil. Donc, je tiens à dire en introduction déjà qu'on a déjà fait ce sujet, mais qu'on a choisi de vous réunir à nouveau autour de cette question-là, parce qu'il y a eu ces derniers temps quand même quelques actualités qui nous permettent de réaborder ce sujet et qui, à notre sens, sont assez importantes pour que nous refaisions ce webinaire que nous avions fait en début d'année l'année dernière, hein, si je dis pas de bêtises. 2022. En 2022, Déjà. voilà, que le temps passe vite, mon Dieu. Excusez-moi. Donc, on avait fait en 2022 et on va donc vous présenter à la fois, bien sûr, le droit actuel, mais toutes les nouveautés qui ont été faites depuis. Je vais laisser Thomas reprendre la parole. Alors, pour le harcèlement moral, c'est vrai qu'il y a eu énormément de nouveautés. Je pense notamment à l'affaire France Télécom, mais on va reprendre depuis le début. En fait, le harcèlement moral. D'ailleurs, je vous conseille un livre assez fondateur sur le sujet qui s'appelle La violence perverse au quotidien. En fait, le harcèlement moral a longtemps été tabou, notamment parce que ses contours étaient vraiment mal définis. Et il s'agit d'une notion qui est assez récente, hein, 20, 25 ans, à peine que le harcèlement moral figure dans le Code du travail. Donc, ce qui a changé en 20 ans, c'est que le harcèlement moral en entreprise est aujourd'hui de plus en plus exposé et considéré à juste titre, hein, comme inacceptable. Alors pour autant, aujourd'hui, on a des chiffres qui donnent le vertige, hein, puisque à peu près 3 salariés sur 10 ont le sentiment d'avoir déjà fait l'objet d'un harcèlement moral sur leur lieu de travail. Ce harcèlement, il peut prendre la forme de brimades, de conduite abusive, de paroles ou de gestes ou de propos déplacés. On le verra tout à l'heure. Et c'est presque 40% des salariés qui disent avoir été témoins de harcèlement moral au travail d'un collègue. Donc on peut en déduire que le harcèlement moral est extrêmement répandu dans les entreprises françaises. Les derniers chiffres qu'on a montrent que ça touche n'importe quel travailleur. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes dans les mêmes proportions, les cadres, les professions intermédiaires, les ouvriers, les employés, pareil, dans les mêmes proportions, et aussi bien les entreprises privées que les établissements publics. La seule spécificité qu'on a relevée, finalement, c'est en termes d'âge, puisqu'on constate que les salariés les plus âgés sont en général le plus souvent victimes de harcèlement. Parmi les actes de harcèlement les plus souvent cités, hein, on a évidemment le déclassement, le fait de se voir confier de façon répétée des missions ingrates ou les moins valorisantes, les moins intéressantes, un refus systématique d'augmentation ou une augmentation systématiquement moins importante que celle de ses collègues, un retrait de responsabilité, une déqualification, des brimades. On verra d'autres exemples au cours du webinaire. Clémence parlera tout à l'heure, on l'a dit, du harcèlement sexuel. Et là aussi, hein, c'est à peu près les mêmes proportions. Une femme sur 3 a été confrontée à une situation de harcèlement sexuel dans son entreprise. Alors, au niveau du plan, on va avoir sur le harcèlement moral 4 parties. La première, ce sera le harcèlement moral et ses nouvelles formes collectives. Puis on se demandera comment prévenir la survenance du harcèlement moral, comment y faire face et enfin vers quels acteurs internes à l'entreprise ou externes se tourner. Alors, l'introduction, je vous l'ai déjà
fait, hein, un phénomène assez récent finalement, hein, le harcèlement du travail, et un contentieux qui explose. Il y a énormément de jurisprudence sur le harcèlement moral. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que le harcèlement moral? Il est défini par l'article du Code du travail 1152-1 qui dit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Alors, vous le voyez, hein, la définition du harcèlement moral n'est pas très parlante, tout simplement parce que le code ne précise pas la nature des agissements qui peuvent caractériser un harcèlement moral. Donc, en pratique, ça laisse au juge un important pouvoir d'appréciation et d'interprétation au cas par cas. Quoi qu'il arrive, le harcèlement moral se caractérise par l'objet et par les conséquences des agissements de son auteur. En fait, il peut y avoir harcèlement moral, alors même que l'auteur des agissements n'a pas vraiment l'intention de dégrader les conditions de travail du salarié. Et ça permet que l'auteur des faits ne puisse pas se prévaloir du caractère finalement involontaire de ses actes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tout le monde peut harceler. Contrairement à ce qu'on pense, l'auteur du harcèlement peut être l'employeur, son représentant ou un supérieur hiérarchique. On parle alors de harcèlement vertical, mais ça peut être un harcèlement aussi vertical ascendant, s'il est le fait d'un subordonné envers son supérieur hiérarchique. Le harcèlement peut aussi être exercé entre collègues qui n'ont aucun rapport hiérarchique. Dans ce cas-là, on parle de harcèlement horizontal. Pour autant, il peut aussi s'agir de tiers. Ça peut être des clients de l'entreprise, des donneurs d'ouvrages qui ont autorité sur les salariés dans le cadre d'une mission, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ou bien d'une mise à disposition. La victime du harcèlement, là aussi, ça peut être tout salarié, stagiaire, personnel en formation, y compris candidat à un recrutement, à un stage, mais aussi les fonctionnaires, les agents publics, titulaires, non titulaires. Voilà. La question qu'on va être amené maintenant à se poser, c'est est-ce qu'un harcèlement est nécessairement individuel ou est-ce qu'il peut être collectif? Mais avant de répondre à cette question, il faut bien avoir en tête les différents éléments constitutifs du harcèlement moral. Alors, pour caractériser un harcèlement moral, c'est très important parce qu'il va falloir que les agissements répondent à la définition du Code du travail ou du Code pénal, hein, qui sont peu ou prou les mêmes, pour qu'on puisse caractériser les faits de harcèlement moral. Donc, il faut d'une part que ces agissements soient répétés sur la durée. Donc, il y a un critère de répétition et de durée. Donc, ça signifie tout simplement qu'un acte isolé, même grave, ne pourra pas conduire à la qualification de harcèlement moral. Par exemple, une décision de rétrogradation, même si elle court dans le temps, elle est maintenue en dépit des protestations du salarié, c'est un acte isolé qui ne constitue pas du harcèlement moral. Il n'est pas nécessaire non plus que les agissements soient forcément à intervalles très rapprochés. Ça peut s'étaler sur plusieurs années. Et à l'inverse, il n'est pas nécessaire que la période de harcèlement moral soit particulièrement longue. Il y a de la jurisprudence, par exemple, qui considère que des actes répétés sur une durée d'1 mois peuvent constituer un harcèlement moral. Ensuite, il faut que ces agissements aient des effets sur la victime, une dégradation de ses conditions de travail. Alors, le Code ne précise pas la nature des agissements, mais se fonde sur les conséquences de ces agissements sur les conditions de travail. Ces conséquences, elles sont susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié. Ça peut se manifester typiquement par une mise au placard, des brimades, des mesures vexatoires, des humiliations, des propos blessants, des attaques inutiles, voilà, tout ce qui excède, qui va au-delà de ce qu'autorise le lien de subordination. Ces agissements, ils peuvent aussi avoir pour effet d'altérer la santé physique ou mentale. Par exemple, une dépression suite à un déclassement,
va se matérialiser par une interruption de l'activité. Autre, possibilité, c'est que ces agissements soient susceptibles de compromettre l'avenir professionnel du salarié. Par exemple, lorsque des faits de harcèlement empêchent, par exemple, un cadre d'exercer pleinement ses fonctions de manager, suite, par exemple, à des humiliations devant son équipe. Donc voilà les éléments caractéristiques constitutifs du harcèlement moral, avec le fait très important qu'il n'est pas nécessaire de prouver le caractère intentionnel du harcèlement moral, puisqu'il peut y avoir harcèlement sans intention de nuire. En fait, ce qui est très important à retenir, c'est que l'intention malveillante n'est pas un élément constitutif du harcèlement moral. Donc, le harceleur ne pourra pas se cacher derrière sa bonne foi. Donc maintenant qu'on connaît bien les éléments constitutifs du harcèlement moral, on va voir qu'il y a de nouvelles formes qui se développent de harcèlement moral. D'abord, ça a été le harcèlement managérial. En parlant de harcèlement managérial, en fait, on désigne une forme particulière de harcèlement qui trouve ses racines dans l'organisation du travail ou dans les formes de management. Habituellement, traditionnellement, on considère que le harcèlement, c'est la résultante d'une interaction entre deux personnes ou plus, qui se matérialise par des comportements, des paroles, des gestes ou des écrits. Pourtant, depuis 2009 maintenant, déjà, la Cour de cassation a admis que le harcèlement moral puisse être complètement dépersonnalisé et résulter de la mise en œuvre de méthodes pathogènes de gestion, méthodes pathogènes de management ou d'organisation du travail. Ces méthodes, en fait, la Cour de cassation considère que ces méthodes produisent les effets d'un harcèlement moral sur le ou les salariés concernés. Donc, on parle alors de harcèlement managérial, qu'on peut définir comme un ensemble d'agissements délibérés, vexatoires et humiliants, visant tout ou partie du personnel et s'inscrivant dans le cadre d'une stratégie de gestion. Alors, ça peut se manifester par une autorité humiliante, un management par la peur, une ambiance de stress, une dévalorisation systématique des individus, le dénigrement d'une personne du service auprès des autres, ou enfin par exemple des pratiques de nature à tester la résistance physique des salariés. Alors, pour la CFTC-CAD, la reconnaissance du harcèlement managérial, c'était une étape vraiment très importante parce que derrière cette reconnaissance, en fait, il y a un message politique assez fort. Le harcèlement moral peut aussi être lié à l'organisation du travail. Donc, sous couvert de vouloir améliorer les performances de l'entreprise, la rentabilité, son efficacité, l'organisation du travail peut être harcelante et donc condamnable. Alors, il y a quelques exemples issus de la jurisprudence. Je vais vous en citer juste un ou deux. Par exemple, un manager qui mettait à l'écart certains salariés et qui les espionnait pour ensuite, plus tard, formuler des remontrances disproportionnées et injustifiées au regard de la compétence et de l'ancienneté des salariés. Donc, ces méthodes avaient entraîné chez certains de ces salariés une dégradation de leurs conditions de travail et avaient porté atteinte à leur santé. Un autre exemple, c'était dans le bâtiment, dans le BTP, c'était des salariés qui avaient refusé le transfert de leur contrat de travail et qui avaient été punis en étant placés dans un bâtiment en préfabriqué, voilà, pardon, je cherchais mes mots, dans lequel il n'y avait ni éclairage, ni chauffage, ni électricité, et ce préfabriqué était au milieu du parking. Voilà. Ça, clairement, ça a été reconnu comme harcèlement managérial. Alors, cette première forme de reconnaissance de harcèlement collectif, c'est important parce que ça a permis d'aller encore plus loin et de reconnaître cette année, en janvier 2025, par la Cour de cassation, la notion de harcèlement institutionnel dans l'affaire France Télécom. Alors là, c'est encore plus large que le harcèlement managérial.
Et alors, pour revenir rapidement sur l'affaire France Télécom, je pense que tout le monde l'a à peu près en tête, mais pour dessiner ces grandes lignes, ça remonte aux années 2000, quand l'entreprise fait face à la révolution numérique et à l'ouverture à la concurrence. En fait, est mis en place à l'époque un plan de compression d'opération de l'entreprise, le plan Next et le plan Act, qui devait comporter 22 000 départs et 10 000 mobilités contraintes sur les 100 000 personnels du groupe. Donc, c'était clairement une politique de déflation des effectifs vraiment très agressive, très offensive. Et s'en est suivi une crise sociale terrible qui a conduit au suicide de plusieurs dizaines de salariés et dont vous avez tous entendu parler. Donc, après 15 ans de procédure, une large couverture médiatique, le procès a enfin abouti à une décision de la Cour de cassation qui fera date puisqu'elle consacre la notion de harcèlement institutionnel. Donc, dans cette décision, en fait, la Cour de cassation considère que la politique mise en place avait pour objet de dégrader les conditions de travail de la collectivité des agents de France Télécom et pour objet de les forcer à quitter définitivement l'entreprise ou à être mobile. Il s'agissait donc vraiment d'un harcèlement quasi systématique. C'est pas, vous le comprenez, un harcèlement classique fondé sur les actes d'un supérieur à l'encontre d'un de ses subordonnés. Non, il s'agit vraiment d'une politique d'entreprise définie au plus haut niveau et visant une collectivité de salariés. Ce qui est reproché dans cette affaire, en fait, aux dirigeants de France Télécom à l'époque, c'est pas d'avoir cherché à réduire les effectifs, d'avoir voulu mettre en place des process pour rationaliser les effectifs, c'est de l'avoir fait en usant de moyens vraiment indignes et pathogènes et des moyens qui excèdent leur pouvoir normal de direction. Ce qui est nouveau aussi avec la notion de harcèlement institutionnel, c'est que ça permet d'atteindre les dirigeants de l'entreprise au plus haut niveau. Qu'ils aient été vraiment initiateurs de cette politique ou qu'ils aient prêté leur concours actif à sa mise en œuvre. En fait, grâce à cette décision, il devient impossible pour eux de se retrancher derrière un ordre, une injonction, ou comme ils le faisaient devant la Cour de cassation, d'argumenter qu'ils n'avaient aucun lien personnel avec les personnes dont l'état de santé a été dégradé du fait de ce harcèlement. En fait, dans cette affaire, le PDG, le DRH et le numéro 2 du groupe ont été vraiment personnellement condamnés à 1 an de prison, dont 8 mois avec sursis, et aux amendes maximum de 15 000 euros. L'entreprise France Télécom, devenue Orange, a elle aussi été condamnée à 75 000 euros d'amende. Donc c'est vraiment une décision importante, puisque les entreprises et leurs dirigeants devront maintenant se poser la question des conséquences de leur politique de management. L'entreprise devient finalement collectivement responsable et les individus aussi. Ça oblige finalement les entreprises à intégrer dans leur processus décisionnel la protection de la santé des salariés, dès lors qu'ils veulent mettre en place des mesures de réduction d'effectifs, c'est quelque chose qu'ils vont devoir prendre en compte. Donc cette décision va forcément provoquer des remous très importants, par exemple pour les politiques irréalistes en matière d'objectifs ou de réduction drastique des effectifs. Et c'est une notion qui vraiment, on le constate, a fait des émules, puisqu'il y a par exemple l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft qui a été éclaboussé en 2020 par des révélations sur des comportements sexistes, violents, du harcèlement moral généralisé de la part de certains cadres, et une plainte a été déposée l'été dernier, et le procès devait se tenir justement en mars, mais a été repoussé en juin 2025, et donc on ne manquera pas de vous tenir informé. La prévention du harcèlement maintenant, puisqu'on comprend, le harcèlement est un phénomène à ne pas traiter à la légère. La loi met à la charge de l'employeur un devoir de prévention de ce fléau. Donc, il y a une obligation de sécurité et de prévention qui pèse sur l'employeur. Il y a aussi une obligation générale de protection des salariés. L'employeur doit
doit prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Il a une obligation générale de prévention des risques et ces mêmes obligations se déclinent en matière de harcèlement sexuel, mais Clémence vous le détaillera tout à l'heure. En fait, pour les salariés, et a fortiori encore plus pour les représentants du personnel, nous, ce qu'on pense à la CFTC Cadre, c'est qu'il est important de faire prendre conscience à l'employeur qu'il a tout intérêt à agir et à mettre le paquet sur la prévention du harcèlement. Puisqu'en fait, en matière de harcèlement, la responsabilité de l'employeur pourra être engagée s'il n'a pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires. Et à l'inverse, s'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires, il pourra avoir sa responsabilité évacuée. Donc, c'est vraiment un moyen de convaincre l'entreprise de mettre en place des actions de prévention de l'entreprise, puisque la Cour de cassation dit si les entreprises ont mis en œuvre tous les outils nécessaires, l'employeur ne peut pas être condamné pour un manquement à son obligation de sécurité. Alors, une fois qu'on a dit ça, reste à se demander qu'est-ce qu'une bonne politique de prévention du harcèlement moral. Alors, déjà, ça passe par affirmer clairement dans l'entreprise que le harcèlement n'est pas admis. Ça peut être par la diffusion d'une charte, la négociation d'un accord avec les délégués syndicaux, des communications régulières, la sensibilisation des managers, l'information des salariés. Cette politique de prévention, elle passe aussi par la mise en place d'actions de formation obligatoires pour les salariés qui sont susceptibles, qui sont plus exposés à des risques de harcèlement. Ça passe aussi par le fait d'imaginer une procédure simple de remonter des situations de harcèlement pour faciliter leur repérage, le repérage des signaux faibles. Ça passe évidemment par la prise en compte par l'employeur de toutes les propositions et préconisations du CSE, mais également de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Il est indispensable aussi, dès lors qu'un harcèlement moral survient dans l'entreprise, de créer un outil de suivi. Enfin, plus généralement, il revient à l'employeur, à l'entreprise, de veiller à ce que l'environnement de travail, les méthodes de gestion, et en particulier lors des réorganisations, soient soucieuses du bien-être des salariés. Alors, une fois qu'on a dit ça, malheureusement, ça peut permettre d'éviter un certain nombre de cas, mais ça ne garantit pas qu'il y aura absolument aucun harcèlement moral dans l'entreprise. Et si un harcèlement se produit, ou s'il y a une suspicion de harcèlement, l'employeur va devoir mettre en place un certain nombre d'actions. L'employeur est vraiment encouragé, voire même poussé, contraint, je dirais même, par la jurisprudence à réaliser une enquête. Cette enquête, en fait, elle va servir à déterminer si les faits énoncés sont du harcèlement ou s'il s'agit simplement d'un comportement inadapté. Je pense par exemple à une familiarité non désirée, un management autoritaire ou désuet, type un peu militaire. Voilà, peut-être que voilà, il va falloir creuser cette question et voir si les éléments constitutifs sont remplis. Quoi qu'il arrive, en cas d'alerte, l'employeur doit ouvrir une enquête. Dès lors qu'il y a dénonciation de faits de harcèlement par un salarié, sous peine de manquer à son obligation, l'employeur doit diligenter une enquête. Pour autant, cette enquête, elle ne sera pas traitée de la même manière en fonction des situations. Moi, je vous ai identifié 3 situations assez typiques. La première, c'est une alerte déclenchée par le CSE, atteinte à la dignité d'un salarié, par exemple. Dans ce cas-là, l'enquête est fléchée par la loi et la loi nous dit très clairement que cette enquête doit être menée conjointement avec un membre du CSE. Donc ça, c'est une disposition très intéressante parce que ça permet aux représentants du personnel de garder un œil, même d'être partie prenante à cette enquête et donc de savoir si elle est menée sérieusement, objectivement et de manière impartiale. Deuxième cas possible,
l'alerte résulte d'un dispositif conventionnel. Un accord d'entreprise, un accord de branche prévoit une procédure particulière. Dans ce cas-là, il convient de s'y référer et de suivre ces préconisations. Ensuite, troisième cas, qui est le plus général, le plus courant, lorsque l'enquête résulte finalement d'une alerte émanant d'un salarié, et une alerte qui est suffisamment explicite et précise pour être prise au sérieux. Donc, dans ces trois cas, l'employeur va devoir lancer une enquête et s'il ne le fait pas, il va engager sa responsabilité sur le fondement d'un manquement de son obligation de préserver la santé des salariés. Alors, pour autant, il y a des situations parfois un peu plus compliquées, un peu plus mouvantes, dans lesquelles l'employeur garde une marge d'appréciation sur l'opportunité ou non de déclencher une enquête. C'est le cas quand l'alerte n'est pas suffisamment étayée. C'est des termes très généraux, pas assez précis, pas circonstanciés, complètement anonymes, trop vagues. Dans ce cas-là, il arrive en pratique que les employeurs ne déclenchent pas d'enquête, mais selon nous, c'est quand même un peu risqué, puisque selon nous, toutes les situations doivent faire l'objet, si ce n'est d'une enquête, au moins d'un traitement. Par exemple, un suivi des signaux faibles, consigner la date des faits, leur nature, les moyens par lesquels ils sont remontés. Par exemple, recevoir le salarié qui se dit harcelé, diligenter des auditions, recevoir une association spécialisée. Tout ça, c'est toute une série d'actions que l'employeur devra mettre en œuvre, même si l'alerte n'est pas complètement explicite et précise. Alors, l'enquête diligentée par l'employeur, en dehors du cadre d'une alerte lancée par le CSE, donc l'enquête dans les cas les plus généraux, en fait, la difficulté, c'est qu'elle n'est pas du tout décrite, prévue par le Code du travail. C'est vraiment la jurisprudence qui a développé cette obligation implicite qui pèse sur l'employeur. Et donc, en regardant les décisions de la Cour de cassation, on peut se rendre compte que l'employeur va devoir respecter la confidentialité des salariés, prendre des mesures conservatoires, par exemple à minima, une mesure d'éloignement géographique, une mise à pied conservatoire éventuellement. L'enquête peut être interne ou externe, c'est-à-dire menée par des salariés de l'entreprise ou confiée à un cabinet d'avocats ou à une société spécialisée. Et enfin, cette enquête doit être impartiale. Les principes qui doivent la guider sont vraiment l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité afin de garantir sa licéité, sa crédibilité et les sanctions qui en découlent. Sachez, si vous êtes intéressé sur le sujet de ces enquêtes, que le Conseil national des barreaux a élaboré un guide sur les enquêtes internes, un guide très récent puisqu'il date de 2021, et le défenseur des droits a rendu 2 décisions vraiment majeures sur cette question de l'enquête interne de 2024 et 2025, janvier 2025. Donc je vous invite à aller consulter ces documents si vous voulez en savoir plus sur ces enquêtes. Une fois l'enquête menée, l'employeur va devoir réagir. En général, ça passe par le fait de sanctionner l'auteur de harcèlement et accompagner la victime de harcèlement. Donc l'employeur est évidemment tenu de sanctionner le harceleur puisqu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés. Il est même encouragé à le faire puisque sa passivité pourrait fonder finalement sa condamnation. Il y a un arrêt de la Cour de cassation récent, février 2021, qui rappelle tout simplement que pour satisfaire son obligation de sécurité, l'employeur doit éloigner l'auteur du poste occupé par le ou la salarié victime. Un autre exemple où la Cour de cassation a jugé qu'un employeur ne pouvait pas réintégrer un manager, pourtant salarié protégé, mais dont les subordonnés soutenaient avoir été victimes de harcèlement et avaient exercé leur droit de retrait. Cette situation, selon les juges, de harcèlement caractérisait l'impossibilité de réintégrer ce salarié soupçonné fortement de harcèlement. Donc, ces sanctions, la plus lourde peut être le licenciement pour faute grave, un licenciement pour faute,
une mutation géographique, une mutation hiérarchique, et en plus des sanctions à l'encontre du salarié harceleur, l'employeur ne doit pas oublier d'accompagner la victime, par exemple par un suivi psychologique interne ou externe. Ça peut être un aménagement temporaire des conditions de travail, par exemple la mise en place du télétravail, d'un temps partiel si besoin. Et au niveau de la collectivité du salarié, il va falloir aussi essayer d'anticiper la répétition de ce harcèlement en mettant en place, par exemple, des modules de formation, de sensibilisation, changer l'organisation du travail, prendre en compte la surcharge de travail. Alors, la preuve du harcèlement moral, heureusement, a été facilitée par le Code du travail. Elle a été aménagée en faveur des victimes, puisque, en fait, le salarié va devoir produire des pièces en cas de contentieux pouvant laisser présumer un harcèlement. Suite à ce commencement de preuve, l'employeur doit prouver que le harcèlement n'est pas constitué et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Donc on voit qu'il y a un aménagement de la preuve facilitant la reconnaissance du harcèlement. Pour autant, c'est pas non plus acquis, puisque la preuve des actes de harcèlement est toujours délicate, puisqu'il y a une forte part de subjectivité. En fait, ce qui peut être vécu par un salarié comme du harcèlement moral ne sera pas forcément vécu par un autre comme tel, un petit peu comme le burn-out. Quoi qu'il arrive, en cas de contentieux, le juge va venir examiner tous les éléments invoqués par le salarié. Pour prendre en compte, il va prendre en compte tous les documents médicaux, éventuellement produits dans leur ensemble, les mails également, des attestations de collègues, voire même de personnes extérieures à l'entreprise, des SMS, des messages type WhatsApp, la sollicitation de la médecine du travail, de l'inspection du travail. Le juge peut, pour déceler des indices de harcèlement, se pencher sur la rémunération du salarié, essayer de constater s'il y a ou non déqualification, suppression de primes, contradiction dans les directives qui sont données aux salariés. Et enfin, je voulais vous parler rapidement des enregistrements téléphoniques clandestins. Il y a une énorme évolution jurisprudentielle sur le sujet qui a été entamée par le Conseil d'État à propos d'agents publics et qui a été maintenant confirmée par la Cour de cassation cette année. Et qui nous dit que dans certains cas, quand c'est vraiment indispensable à la manifestation de la vérité, un enregistrement clandestin, que ce soit téléphonique ou via un médiaphone, peut être accepté par les juges. En tout cas, ils ne doivent pas nécessairement être écartés des débats. Voilà, et pour finir sur cette première partie sur le harcèlement moral, qui contacter en cas de survenance d'un cas de harcèlement ou s'il y a une suspicion, on l'a vu, le CSE, les élus peuvent avoir un rôle majeur à jouer, d'une part via les réclamations individuelles et de manière plus percutante via l'alerte que peut le déclencher le CSE ou un membre du CSE pour atteinte à la dignité d'un salarié, avec tout ce qui s'ensuit, l'obligation de déclencher une enquête, d'associer les représentants du personnel. Vous pouvez également solliciter la médecine du travail, votre médecin traitant aussi, puisque ces certificats devront être étudiés par les juges. Évidemment, l'administration du travail, l'inspection du travail, la médiation. Sachez qu'il y a en matière de harcèlement moral une procédure de médiation qui peut être engagée par toute personne de l'entreprise qui s'estime victime de harcèlement moral ou par l'auteur présumé de ce harcèlement. Concrètement, c'est un dispositif qui permet de faire venir un médiateur dans l'entreprise pour essayer de résoudre le problème de manière amiable. Et enfin, il y a différentes associations qui traitent de ce sujet. Je pense notamment à l'association Harcèlement Moral Stop, France Victime, SOS Harcèlement Professionnel. Voilà, des liens qu'on mettra sur notre site internet pour que vous puissiez les retrouver. Voilà, c'est à peu près tout pour le harcèlement moral. Pour conclure, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment une extension du harcèlement à une dimension collective
managérial et maintenant institutionnel qui va avoir un impact fort, à notre sens, hein, sur la manière dont les entreprises doivent conduire leur restructuration. Et c'est d'autant plus important dans un contexte économique où il y a énormément de restructuration en ce moment. Donc, nous allons maintenant parler du harcèlement sexuel. Hein. Je tiens à vous rappeler également que vous pouvez poser vos questions sur le chat de ce webinaire. Nous les notons et nous vous répondrons bien sûr à la fin du webinaire. Il y aura un petit temps de questions-réponses. Autre chose, hein, Marie vous l'a déjà expliqué là aussi dans le chat de ce webinaire. Pour ceux qui veulent le support, nous pourrons l'envoyer bien sûr après la formation et il est enregistré, hein, donc il sera diffusé là aussi avec possibilité de récupérer le support. Donc sur le harcèlement sexuel, effectivement, hein, rapidement, déjà il faut savoir que quand même c'est un vrai problème dans notre société. Le harcèlement sexuel, les chiffres le prouvent, beaucoup d'études ont été menées, elles arrivent toutes à peu près au même résultat, à savoir à peu près une femme sur 3 en France a été confrontée à une situation au moins de harcèlement sexuel au sens juridique. Donc, on voit hein, que 40% des cadres et des professions intellectuelles supérieures ont été victimes de harcèlement. Donc, hein, on est quand même ici dans un webinaire avec la CFTC cadre. C'est un problème cadre. Il ne faut pas croire que le harcèlement, c'est quelque chose qui se passe dans les milieux ouvriers, industriels. Ça arrive dans tous les milieux. Voilà. Il faut savoir également, et cette intervention aujourd'hui est importante et toutes celles qu'on fait en la matière sont importantes, c'est que seulement 7 à 16% des femmes, je précise, je dis des femmes, je sais qu'il y a des hommes des fois harcelés, mais la très grande majorité reste quand même des femmes. Donc seulement 7 à 16% des femmes choisissent de résoudre ce problème en interne, donc en passant par un supérieur hiérarchique ou par un élu du personnel. Donc vous voyez déjà, en tant qu'élu du personnel, mais aussi les directions, bien sûr, hein, il y a un vrai rôle à jouer pour flécher concrètement les acteurs dans l'entreprise qui vont pouvoir accompagner les personnes qui sont victimes ou les personnes qui sont témoins et qui, pareil, ont peur que leur témoignage, possiblement, puisse leur apporter des sanctions quelconques. Donc, lorsqu'elles l'ont fait, en plus, hein, les chiffres sont très mauvais, c'est-à-dire lorsqu'elles ont parlé dans leur entreprise de leurs problématiques, eh bien, on voit que là aussi, les chiffres sont navrants. 40% des femmes actives victimes de harcèlement estiment que l'affaire s'est terminée à leur détriment. 28% ont été bloqués, paralysés dans leur carrière. 14% ont vu leur contrat non renouvelé quand c'était des CDD. Et 10% ont été licenciés. Autre chose, 9% ont dû démissionner à la demande de l'employeur. C'est quand même un peu paradoxal, sachant qu'une démission doit se faire par la volonté non équivoque du salarié. Autre chose, hein, là je vous ai fait une slide sur, on va dire, le regain, le rebond qu'a eu le harcèlement sexuel depuis les affaires Weinstein, MeToo et Balance ton porc. Mais si on revient un petit peu en arrière et qu'on fait un petit peu d'histoire, le harcèlement sexuel a fait son entrée dans le code pénal en 1992. Et en 1992, le code pénal précisait le fait de harceler autrui en usant d'ordre, de menaces ou de contraintes dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions est puni d'1 an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. Donc on voit qu'à l'époque, le harcèlement sexuel, à son début, en 92, 10 ans avant les débuts du harcèlement moral, eh bien, était extrêmement restreint. Déjà, c'était toujours un salarié, par exemple quelqu'un qui était en formation, quelqu'un qui était en stage dans l'entreprise n'était pas concerné par cette loi, et il y avait toujours une intention d'obtenir des faveurs de nature sexuelle et toujours par une autorité hiérarchique qui donc abusait concrètement de son pouvoir de direction pour les obtenir. Donc vous voyez, la définition était extrêmement restreinte. Elle a progressé, bien sûr, il y a eu énormément d'étapes en 98, en 2012, où on a élargi effectivement la notion des personnes qui allaient possiblement subir du harcèlement sexuel, où on a ajouté la notion de pression grave pour obtenir
des actes de nature sexuelle. Et donc, nous en sommes arrivés dans les années récentes, avec effectivement les affaires Weinstein, les affaires MeToo, les affaires Balance ton port, où on a vu une vraie libération de la parole des femmes sur cette problématique et particulièrement sur leur lieu de travail. Donc, c'est ainsi que la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a renforcé le cadre juridique contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail. Et à l'heure actuelle, la loi, en 2022, la loi de 2022 a permis de faire entrer ce qu'on appelle le harcèlement d'ambiance dans le code du travail. Donc, effectivement, le harcèlement sexuel recouvre divers propos, comportements et peut prendre des formes multiples. La difficulté tient également au fait que la loi, concrètement, distingue deux types de harcèlement sexuel. C'est ce qui est précisé à l'article que je vous ai mis ici. Donc, première définition du harcèlement sexuel, eh bien, aucun salarié ne doit subir de faits assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Donc là, vous voyez la première notion, effectivement, c'est une pression grave, mais cette fois-ci qui peut être unique. Donc contrairement à ce que vous disiez Thomas sur le harcèlement moral, là, je peux avoir un seul acte, s'il est suffisamment grave et qu'il est fait dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, eh bien, écoute, si tu veux une promotion, il va falloir que tu me rejoignes dans ma chambre d'hôtel. Là, clairement, j'ai pas besoin de le répéter 5 fois. On caractérisera dès la première demande un harcèlement sexuel. Deuxième partie de cette définition, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel constitués, par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés. Et excusez-moi, puisque maintenant, la définition a changé, je ne l'ai pas marqué ici, j'ai oublié le mot, c'est à connotation sexuelle ou sexiste répétée. Et donc, justement, c'est en 2022 qu'on a ajouté les comportements à connotation sexiste répétée pour, comme je vous le disais, en faire entrer dans la définition quelque chose qui avait été reconnu par la jurisprudence, c'est-à-dire ce qu'on appelle le harcèlement sexuel d'ambiance. Aucun acte n'est dirigé contre une personne, mais l'environnement de travail qui est créé autour de vous, finalement, est humiliant, est offensant, est insécurisant. Par exemple, je vous donne un exemple, vous rentrez dans un bureau et puis il y a des photos partout dans le bureau de femmes ou d'hommes à moitié nus, ou il y a des fonds d'écran, pareil, qui sont très suggestifs. Eh bien, il y a eu des jurisprudences, ça a commencé avec la Cour d'appel d'Orléans. Ensuite, effectivement, d'autres cours d'appel ont précisé que le harcèlement sexuel d'ambiance était effectivement pas dirigé contre une personne, c'est-à-dire on n'harcèle pas directement une personne, mais on lui impose une ambiance sexuelle ou sexiste au travail qui n'est pas acceptable. Donc cela a été, c'est le dernier changement de la loi en 2022, on a ajouté là aussi, ces connotations sexuelles et sexistes répétées. Donc, il ne faut pas cependant confondre les agissements sexistes à proprement parler du harcèlement sexuel. Encore une fois, il y a dans le harcèlement sexuel, il y a concrètement des agissements sexistes répétés. Là, ici, concrètement, les agissements sexistes peuvent être punis dès le premier agissement. Donc, les agissements sexistes sont définis comme ceci dans le Code du travail. Nul ne doit subir d'agissement sexiste défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Donc là aussi, l'idée était de combattre le sexisme ordinaire dans les entreprises, comme par exemple les interpellations familières du type mon chou, ma petite, que certaines peuvent entendre, les blagues sexistes ou encore les considérations sexistes. On sait qu'elle va partir plus tôt, maintenant qu'elle a eu un enfant, on la reverra plus. Voilà, donc tout ce qui est autour concrètement
du sexe de la personne et dont on se sert même de manière bienveillante. Par exemple, quand on parle en termes de complémentarité, par exemple, les hommes sont faits pour diriger et les femmes sont plus faits pour faire du social et pour écouter. Vous voyez, toutes ces, là aussi, hein, tout ce qui participe aux stéréotypes sexistes ordinaires qu'on entend malheureusement, hein, qu'on a tous entendu, je pense, depuis assez jeune, rentre dans le cadre de cette loi et de cette définition sur les agissements sexistes. Attention, une jurisprudence assez récente, hein, l'année dernière, 12 juin 2024, est venue préciser, donc la Cour de cassation est venue préciser que les agissements sexistes justifient le licenciement pour faute de celui qui les commet, quand bien même il n'a jamais été puni antérieurement pour d'autres faits du même type. Donc on voit ici que même l'agissement sexiste peut, parce que l'employeur, tu le disais très bien Thomas, a une obligation de sécurité, a une obligation de protéger la santé mentale et physique de ses salariés, eh bien, il est tenu, dans ce cadre-là, de préserver ses autres salariés et donc de faire cesser les agissements sexistes en licenciant cette personne. Donc, la Cour d'appel avait considéré il n'a jamais été sanctionné, la sanction est donc disproportionnée à la faute commise. La Cour de cassation a dit non, 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 il y a agissement sexiste et l'agissement sexiste en lui-même est assez grave et nécessite concrètement des mesures de protection pour les salariés qui sont dans l'entreprise. Donc, les obligations, là aussi, de l'employeur en matière de harcèlement sexuel, vous allez sûrement trouver qu'on se répète avec Thomas, il faut dire qu'il y a vraiment une identité concrète sur ces deux questions, hein, et on va le voir aussi puisque je vais vous parler à la fin quand même de la décision cadre de la défenseur des droits Claire Hédon, et donc il y a aussi une analogie avec la discrimination, hein, puisque forcément qui dit par exemple agissement sexiste peut vite glisser sur comme je n'aime pas par exemple les femmes ou les hommes, je les discrimine de ce fait. Donc il y a une analogie entre tous ces sujets, ou pire, je suis effectivement sexiste et malveillant et ça devient du harcèlement moral. Je mets au placard, je fais les actes dont Thomas me parlait, qui sont vexatoires, humiliants ou autres. Donc il y a vraiment des fois beaucoup de passerelles sur ces sujets-là. Donc concrètement, là aussi, hein, le Code du travail, en plus des mesures dont vous parlait Thomas sur la protection de la santé physique et mentale générale des salariés, qui sont aux articles L4121-1 et suivant du Code du travail. Le Code du travail, dans les articles concernant le harcèlement sexuel, hein, donc à l'article que je vous ai mis ici, précise l'employeur prend toute disposition nécessaire en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Et attention, cette obligation ne commence pas quand j'ai 20 salariés, quand j'ai 50 salariés. Elle commence à partir du moment où j'ai des salariés dans mon entreprise, 1, 2, 3, je dois protéger leur santé au travail. Donc concrètement, si j'ai qu'un salarié, hein, oui, ce sera plus difficile, entre guillemets, qui subissent des situations de harcèlement, mais vous voyez l'idée, la prévention des risques et la lutte contre le harcèlement sexuel commence dès que j'ai un salarié. Donc concrètement, sous peine de voir sa responsabilité engagée devant un juge civil, et donc concrètement devant le juge prud'homal, il doit prendre toutes les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement, mais également toutes les mesures de prévention préalables au titre de l'obligation dont je viens de vous parler. Donc le fait de mettre fin au harcèlement sexuel dont est victime un salarié ne suffit pas complètement à dégager l'employeur de sa responsabilité s'il n'a pas agi en amont au travers d'une politique de prévention. Donc, l'employeur a d'autres obligations en matière de prévention du harcèlement sexuel. Hein. Bien sûr, une information obligatoire qui doit être donnée aux salariés. Par exemple, hein, sur l'affichage obligatoire de l'entreprise, je dois avoir la définition du harcèlement sexuel. Je dois également désigner un ou deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. J'en désigne un seul au sein du CSE dans toute entreprise qui a un CSE, même les entreprises qui ont un CSE de 11 à 50 salariés. Et dans les entreprises de plus de 250 salariés, l'employeur doit aussi désigner un référent de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Là aussi, attention, il y a eu des arrêts très récents. Employeur qui ne désigne pas, alors qu'il dépasse 250 salariés, un référent au sein de son entreprise, eh bien,
la Cour de cassation a déjà considéré qu'il ne remplissait pas son obligation de prévention en matière de harcèlement sexuel. Et donc, il a été condamné. Donc là aussi, il doit mentionner dans le règlement intérieur, notre employeur, les dispositions du Code du travail qui sont relatives au harcèlement sexuel et aux agissements sexistes. Et il doit préciser dans le règlement intérieur les sanctions encourues par un salarié qui s'en rendrait coupable. Et enfin, très important, et c'est ce qui a été, je trouve, très appuyé dans la recommandation, enfin dans la décision cadre de la défenseur des droits, c'est élaborer une procédure interne de signalement et de traitement des faits de harcèlement sexuel. Donc, bien sûr, le harcèlement sexuel, c'est ce que je vous disais, est un délit pénal. On voit est également un délit pénal, en plus d'être un délit en droit du travail, ce qui veut dire qu'une personne harcelée sur son lieu de travail peut également aller au commissariat de police comme n'importe quelle personne qui est victime d'un délit pénal. Et dans ce cadre-là, on voit, par rapport à ce que je vous disais avant, on est maintenant sur 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende qui peuvent être portés à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Donc on voit maintenant que le harcèlement concerne tout le monde, mais que effectivement, quand il est commis par une personne qui, en plus de ça, a une autorité hiérarchique sur le salarié, eh bien, concrètement, il y aura une aggravation de la sanction pénale. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, bien sûr, depuis 2022 et avant, nous avons donc concrètement, sont visés maintenant, c'est ce que je vous disais, les propos à connotation sexiste, mais également, et ça c'est précisé dans l'article 1153 du Code du travail, l'exigence de répétition des actes a été précisée de telle manière à ce que concrètement, elle puisse également s'appliquer dans le cas où plusieurs personnes agissent soit de manière concertée, soit en sachant que leurs propos ou leur comportement caractérisent une répétition, quand bien même chaque personne individuellement, elle-même, n'a pas agi de façon répétée. C'est le cas, par exemple, et c'était principalement pour réprimer les faits de cyberharcèlement, qui peuvent également exister entre collègues. Donc là, très rapidement, j'ai remis quelques questions que l'on se pose sur la constitution d'une situation de harcèlement. D'ailleurs, il se trouve que les questions sont issues alors d'une publication de l'INRS qui précise là aussi et recommande tout un tas de choses en matière de harcèlement sexuel. Donc là, vous voyez ici, par exemple, première question, le harcèlement sexuel se résume-t-il au fait d'exiger une personne des faveurs sexuelles? On a bien vu que non, puisque le fait, par exemple, d'insister sur le physique de quelqu'un, d'évoquer de manière répétée des expériences ou désirs sexuels, même qui ne concerneraient pas le collègue à qui on s'adresse, ou encore d'avoir des propos obscènes de manière générale, peuvent être constitutifs de harcèlement sexuel, quand bien même je n'ai absolument rien souhaité de la personne à qui j'en parle. Le non-consentement de la victime à un acte de nature sexuelle doit-il être explicitement formulé? Il y a eu beaucoup dernièrement et depuis maintenant un moment de questions sur le non-consentement de la victime qui, à proprement parler, n'est pas repris dans la loi. Donc c'est un débat actuel puisque au niveau concrètement du droit européen, la notion de non-consentement est exprimée. Ce n'est pas le cas dans le droit français qui a tendance plutôt à parler effectivement de surprise, de contrainte, de menace, ou encore, excusez-moi, j'ai oublié les termes puisque je ne l'ai pas sous les yeux, surprise, menace, contrainte. Non, c'est pas celle-là, mais je le rechercherai pendant qu'on répondra aux questions, je vous le redirai, excusez-moi. Ou si quelqu'un là, il veut le mettre dans le chat, je vais jouer à question pour un champion. Cela dit, quand même quelques jurisprudences qui précisent que l'expression du non-consentement peut être verbale, propos écrits ou non verbal, comportement, silence, attitude d'évitement. En outre, tout consentement doit être libre et éclairé, doit être donné par la personne elle-même. Je dirais qu'avant la situation qui s'est passée avec l'affaire Pellico, on pouvait penser que ça allait de soi, mais la preuve que c'est pas encore le cas. Donc le consentement
doit être donné par la personne elle-même et le consentement est temporaire. Il peut être donné puis ensuite retiré à tout moment. Voilà, donc violence, contrainte, menace ou surprise, excusez-moi, hein, pour ce qui est effectivement de l'agression sexuelle ou du viol, hein, où ne sont pas définies les questions de consentement, excusez-moi, mais sont définies par concrètement le fait qu'ils aient été obtenus par violence, contrainte, menace ou surprise par le harceleur, violeur présumé ou agresseur. Donc, les auteurs de harcèlement sexuel sont-ils systématiquement des hommes et leurs victimes des femmes? Non, bien sûr. Si les auteurs de harcèlement sont majoritairement des femmes, hein, il me semble que les derniers chiffres étaient aux alentours de 92%, ce sont majoritairement quand même des hommes ayant un pouvoir hiérarchique sur des femmes qui sont leurs subordonnés. Mais bien sûr, hein, une femme peut également se rendre coupable de harcèlement sexuel. De même, le harcèlement sexuel peut bien sûr relever d'attitudes hétérosexuelles comme homosexuelles. Il n'y a absolument pas là-dessus d'impossibilité de la loi. On est tous égaux face à cette définition du harcèlement sexuel. Autre question, hein, mais on va y venir, quelles sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre de l'auteur de harcèlement sexuel? Là-dessus, la jurisprudence est très claire depuis plusieurs années. Le principe est commun, le principe est commun à toute sanction en France. Elle doit être proportionnée à la faute commise et au but recherché. Eh bien, concrètement, en pratique, en cas de contentieux, les juges valident le licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur dès lors que les faits fautifs sont de nature à caractériser un harcèlement sexuel. Et la faute grave, bien sûr, est celle qui rend impossible le maintien de son auteur dans l'entreprise et qui entraîne son départ. C'est immédiat, c'est la définition de la jurisprudence. Et donc, bien sûr, c'est complètement justifié puisque du fait de l'obligation de l'employeur sur la santé et la sécurité des autres travailleurs, il ne pourra pas justifier d'avoir maintenu dans l'entreprise pendant le préavis quelqu'un qui, de manière avérée, a commis donc des actes de nature à caractériser un harcèlement sexuel. Donc, est-ce que les salariés ayant connaissance de faits de harcèlement sexuel peuvent être sanctionnés du fait de leur inaction? Donc, j'avais connaissance de faits et je ne l'ai pas dit. Oui, je peux être sanctionné, mais je ne peux être sanctionné que si ma position dans l'entreprise et mes fonctions me permettaient et m'imposaient d'agir. C'est le cas d'un manager, c'est le cas d'un responsable RH. Si, effectivement, votre collègue au service comptabilité vient vous voir et vous dit, écoutez, j'ai ce problème-là, et que vous n'osez pas témoigner parce qu'il vous dit moi je préfère que tu n'en parles pas, je le dirai quand je me sentirai d'en parler, et que on apprend que vous le saviez, bien sûr vous ne serez pas responsable et vous ne pourrez pas être sanctionné de ne pas avoir été tout de suite porter le message. Donc rapidement, puisque nous avançons quand même dans ce webinaire, là aussi, hein, j'ai vu qu'il y avait une question sur les signaux faibles. Il y a des signaux faibles potentiellement à repérer dans le cadre du harcèlement sexuel et principalement des symptômes de stress. Donc les signaux faibles, hein, sont les premiers, finalement les primo-symptômes que vous pouvez voir apparaître dans le cadre du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et qui concrètement peuvent vous guider. Attention, hein, faut les prendre, faut savoir les lire et il faut savoir concrètement les décrypter et les aborder auprès du salarié. Donc, on voit ici nervosité, irritabilité, anxiété, mais également des signaux, j'ai envie de dire, où votre corps, concrètement, ne tient plus, troubles du sommeil, brûlure d'estomac, hypertension artérielle, consommation d'alcool ou de psychotropes pour oublier. Donc voilà, bien sûr, quand ces situations perdurent sans aucun soutien ou prise en compte, eh bien, vous allez avoir dans vos entreprises, concrètement, des personnes qui vont s'arrêter puisque leurs symptômes n'auront jamais été pris en compte. Excusez-moi, je vais... Donc voilà, c'est ce que je dis sur cette slide. Plus on est dans une entreprise où on se rend compte qu'on ne sera pas écouté, que c'est pas un sujet pour l'employeur et que, par exemple, on a des retours d'autres personnes qui ont été faire des signalements et à qui on n'a jamais répondu, on n'est jamais revenu vers eux, eh bien, de fait,
ça va emporter de l'absentéisme et de la mauvaise ambiance, donc du turnover, de la démotivation, de la baisse concrètement de performance, de créativité, de productivité à son travail, une détérioration du climat social. Bah forcément, vous n'avez pas envie de croiser votre harceleur. Des difficultés de recrutement aussi, des accidents du travail, parce que si je vais mal, je fais moins attention et potentiellement je me blesse sur mon lieu de travail. Donc effectivement, bien sûr, beaucoup de conséquences à ne rien faire et à laisser le harcèlement sexuel se dérouler. Donc très rapidement aussi, puisque effectivement, et ça se tient aussi d'ailleurs sur le harcèlement moral pour une partie de ce que je vais dire, on va parler un peu des stratégies d'un harceleur. Après, voilà, je suis pas psychologue médico-social dans ce cadre-là, donc je pense que concrètement, des psychologues auraient bien mieux à dire et le diraient bien mieux que moi sur ces questions. Mais il y a des stratégies, il y a des points communs, il y a des traits de personnalité qu'on peut retrouver chez les harceleurs, entre guillemets. Donc, pas de profil type du harceleur sexuel, déjà. Donc, là aussi, beaucoup d'idées reçues, mais en fait, ça concerne tous les âges, toutes les catégories professionnelles, tous les milieux. Il peut être encadrant supérieur, il peut être collègue, il peut être tuteur, il peut être maître de stage. Donc là aussi, pareil, il faut quand même préciser que les auteurs de violences sexuelles ne sont pas des malades ou des pervers. Ils sont dans la plus grande majorité, dans la grande majorité des situations, tout à fait conscients des actes qu'ils commettent et de l'illégalité des actes qu'ils commettent. Ils sont rarement atteints de troubles psychiatriques. Là aussi, le côté le harceleur sexuel est un pervers malade, le violeur est seulement la personne avec avec sa cagoule et son couteau dans le parking. Il faut sortir là aussi de ces schémas-là, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans la vie de tous les jours, j'ai envie de vous dire. Donc, il est rarement atteint de troubles psychiatriques. Il est totalement responsable de ses comportements. Il pourrait très bien ne pas les commettre. Là aussi, le côté, on va dire, instinctif, irrépressible de l'homme qui concrètement ne peut pas se contrôler. Là aussi, il faut arrêter avec ce type de stéréotypes qui n'ont pas leur place en entreprise. Donc, concrètement, les pulsions irrépressibles de l'agression, là aussi, ça résulte d'un choix de sa part et il a tout à fait conscience de l'absence de consentement, de réciprocité ou de désir de sa victime. Donc là aussi, plusieurs stratégies peuvent être utilisées. Donc se rendre insoupçonnable, le harceleur est un manipulateur dans beaucoup de cas. Il se présente sous son meilleur jour auprès de ses collègues et de sa hiérarchie. Concrètement, c'est une autre personne face à la personne qu'il harcèle et face aux autres. Donc souvent, le comportement du harceleur va différer lorsqu'il est avec la victime ou lorsqu'il est avec le reste de l'équipe. Potentiellement, il va déstabiliser sa victime. Il va brouiller les pistes, il va lui faire perdre ses repères, voire il va l'isoler potentiellement et la décrédibiliser aux yeux de ses pairs pour s'assurer finalement qu'il va pouvoir continuer à la harceler tranquillement. Donc ça peut aller de démonstration de force pour terroriser, instaurer un climat insécurisant. Là-dessus, c'est ce que je vous disais, on voit les mêmes mécanismes dans le harcèlement moral, ou au contraire, finalement jouer le chaud et le froid, gagner sa confiance en étant avenant, sympathique, en parlant de sujets non professionnels relevant de la vie privée, en lui rendant des services, pour après, effectivement, encore mieux, concrètement, repasser à des démonstrations de force pour terroriser. Donc c'est ce que je vous disais, il isole, il humilie sa victime, il fait en sorte, ça je l'ai vu, puisque j'ai quand même eu l'occasion de parler avec beaucoup d'élus sur ces questions-là, j'ai vu qu'effectivement l'isolement de la victime et la décrédibilisation de la victime est quasi toujours, surtout j'ai envie de vous dire, au moment où la victime ose enfin parler de ce qui lui arrive, la décrédibilisation est toujours la première arme concrète du harceleur. Donc là aussi, pour discréditer et décrédibiliser sa parole. Il peut être également imprévisible, c'est ce que je vous disais, alterner complètement des périodes d'accalmie et des périodes de pression, de menaces, de chantage ou de violence. Donc là aussi, autre, entre guillemets, argument entendu, reporter systématiquement la responsabilité de ses actes sur sa victime, par exemple, c'est toi qui, entre guillemets, a créé cette situation-là, si tu t'habillais pas comme ça, je n'aurais pas ces réactions-là. Concrètement, il va se justifier
en considérant, en alléguant les soi-disant attitudes, paroles ou tenues vestimentaires de la victime. Donc là aussi, en tant qu'élu, votre rôle, c'est de toujours expliquer à une victime que ce n'est pas sa faute. Voilà, elle n'est pas responsable de ce qui lui est arrivé. Il se présente aussi potentiellement comme la victime en réinterprétant ou en exprimant un mal-être qui justifierait éventuellement son acte, ou encore il impose le silence, notamment en menaçant la victime de représailles sur sa vie professionnelle, voire sur sa vie personnelle. Mais encore une fois, comme je vous le disais, votre rôle, surtout à vous en tant qu'élu, c'est de toujours rappeler à la victime déjà qu'elle peut parler, elle ne peut pas être licenciée une fois qu'elle a exposé des faits de harcèlement sexuel et elle n'est pas coupable. Donc, il faut toujours rappeler à la victime qu'elle n'a rien fait pour que ces faits de harcèlement soient dirigés contre elle. Donc, comment signaler les faits de harcèlement auprès de qui, hein? Il y a tellement à dire sur le signalement, sur l'enquête. Là aussi, hein, vraiment, je vous invite à lire, on va en parler à la fin, mais je vous invite à lire les 40 pages et quelques sur la recommandation, comme je vous disais, la décision cadre du défenseur des droits, qui vraiment, hein, tantôt de manière impérative, tantôt de manière conditionnelle, va vraiment vous aiguiller sur une enquête interne, structurée, organisée et je dirais tout simplement professionnelle, où on arrête les pseudo-enquêtes, où il y a une ou deux personnes de la direction qui en discutent dans un bureau opaque et puis finalement on revient pas vers les salariés et puis il n'y avait pas de harcèlement, il n'y avait rien du tout et on n'en parle plus. Donc voilà, vraiment, hein, je vous invite, mais comme je vous disais, on y reviendra à la fin. Donc le signalement, auprès de qui concrètement il doit être fait, il peut être fait, le supérieur hiérarchique direct ou indirect, un membre bien sûr du service des ressources humaines et les deux référents. Donc le référent, si vous avez plus de 250 salariés dans votre entreprise, le référent qui a été nommé côté employeur et le référent qui a été nommé côté CSE. Donc dans toute entreprise, comme je vous disais, qui est dotée d'un CSE, il doit y avoir un référent harcèlement sexuel, lutte contre le harcèlement sexuel et agissement sexiste. Là aussi, hein, c'est un interlocuteur privilégié, mais je vous rappelle que tout élu du CSE est apte à prendre un signalement dans le cadre d'un droit d'alerte et peut déclencher un droit d'alerte, excusez-moi, dans le cadre de ses missions sur le harcèlement sexuel. Bien sûr, le droit d'alerte en question sera le droit d'alerte atteinte aux droits des personnes qui vous permettra effectivement de parler qui est le plus usité en matière de harcèlement et de discrimination. Excusez-moi. Donc attention, le signalement, là aussi, hein, c'est pour ça que je vous disais vraiment, j'insiste sur la décision cadre du défenseur des droits, parce que le Code du travail, concrètement, sur toute cette partie de signalement, sur toute cette partie enquête, sur les suites à donner à l'enquête, n'est pas clair. En fait, il se contente de donner le cadre de la prévention. Les arrêts de la jurisprudence précisent concrètement que s'il n'y a pas d'enquête, pas de possibilité de prendre le signalement, eh bien, l'employeur n'a pas pris toutes les mesures pour assurer la santé physique et mentale de ses salariés. Mais concrètement, le Code du travail n'oblige pas des procédures en matière de signalement ou des procédures en matière d'enquête. La seule procédure qui est obligatoire, et Thomas le disait très bien, c'est dans le cadre du droit d'alerte, où là, on a une enquête paritaire, un élu du CSE et un membre de la direction qui vont mener l'enquête ensemble. Mais là aussi, sorti de cette notion d'enquête paritaire, concrètement, il n'y a pas grand-chose. Donc vraiment, hein, je vous invite à aller voir ces recommandations de la défenseur des droits. Donc, comme je vous disais, aucun signalement, aucun formalisme obligatoire dans le cadre des signalements. Je vous invite cependant à prendre le signalement à l'écrit de manière à lui conférer une date certaine. Effectivement, ensuite, hein, dans un second temps, je vous invite bien sûr également à préciser tout ce qui va avec le signalement, donc c'est-à-dire un récit le plus chronologique possible, le plus objectif possible et détaillé des faits. Donc vraiment, on est sur les faits. Donc les lieux, les personnes qui étaient présentes, les agissements précis du harceleur, les réactions des personnes dans la pièce ou de la victime. Voilà, hein, donc vraiment, on a un récit chronologique et détaillé des faits. Tout élément qui est susceptible de constituer une preuve sera également la bienvenue
dans le cadre de ce signalement, tous certificats médicaux également ou attestation de collègues témoins des faits. Encore une fois, c'est ce que je vous disais, à la suite du signalement, si le signalement est fait par un membre du CSE dans le cadre de son droit d'alerte, il y aura alors enquête obligatoire, c'est ce que je vous disais, où le Code du travail dit enquête paritaire, un élu CSE, un élu de la direction. Et en revanche, si c'est un signalement direct au supérieur hiérarchique ou aux ressources humaines, l'enquête est seulement recommandée. Elle n'est pas, là encore une fois, balisée, obligatoire dans le Code du travail. Donc vraiment, c'est là-dessus que je vous invite en tant qu'élu du personnel ou en tant potentiellement que membre de la direction, de vraiment insister sur cet aspect-là, c'est-à-dire créer un système de signalement et un système d'enquête interne dans le cadre du harcèlement sexuel, de la discrimination et du harcèlement moral. Ensuite, bien sûr, il faut donner des suites à l'enquête, concrètement. Donc, si concrètement, l'enquête doit conclure à l'existence ou pas du harcèlement sexuel. Et donc, si l'enquête conclut à l'existence du harcèlement sexuel, il doit bien sûr sanctionner le salarié reconnu auteur de harcèlement sexuel. Donc, tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est bien sûr passible d'une sanction disciplinaire. C'est ce que je vous disais juste avant. Ça peut aller et ça doit aller même jusqu'au licenciement pour faute grave, pour que l'employeur puisse dire « j'ai pris vraiment mes responsabilités et je n'ai pas laissé agir le salarié qui se rendrait coupable de tels actes ». Donc bien sûr, si le rapport conclut aussi à l'existence du harcèlement sexuel, un rôle important pour un élu, c'est également d'accompagner la victime. Donc une fois l'auteur du harcèlement sexuel sanctionné, il convient de veiller à ce que la victime retrouve des conditions normales de travail. Là aussi, il faut être vigilant. Peut-être que des amis du collègue qui potentiellement vont là aussi aller la voir et dégrader ses conditions de travail. Donc en prévention de ce type de phénomène après enquête, des entretiens réguliers avec la victime peuvent être organisés au cours des semaines et des mois suivant l'enquête. Il en va de même, j'ai envie de vous dire, si le rapport conclut à la non-existence d'un harcèlement sexuel. Des fois, pareil, ça s'emballe. Et donc, en sens inverse, le harceleur présumé est lui aussi dans une situation difficile dans son entreprise. Et donc, là aussi, il faut apaiser la situation après enquête. Je vous ai mis ici, comme je vous disais, c'était difficile de vous résumer dans le temps qu'on avait les 40 pages, enfin les mêmes presque 50 pages honnêtement, de cette décision cadre portant recommandation, donc concrètement sur la discrimination et le harcèlement sexuel. Et attention, c'est dans l'emploi privé et public. Donc c'est à la fois pour un salarié, mais également pour un agent par exemple, d'une collectivité territoriale. Et donc vraiment, je vous invite à lire cette décision cadre qui, à mon sens, est une vraie Bible, un livre de chevet, un vade-mecum, carrément, que on doit avoir sur les situations de discrimination et harcèlement sexuel. Donc, je vous invite tous vraiment à aller voir lundi prochain votre employeur en ayant imprimé cette décision cadre, parce qu'elle s'impose à l'employeur, ces décisions cadres. Elle ne s'impose pas de la même manière que la loi, mais tout simplement devant une juridiction, devant le Conseil des prud'hommes, n'importe qui viendra dorénavant en disant « mais regardez l'enquête, ils ont fait une enquête à deux, il n'y avait aucune professionnalisation de l'enquête, elle était faite par des gens qui ne sont pas neutres », Thomas en parlait tout à l'heure, qui potentiellement, voire des fois l'enquête est menée par des gens qui sont concernés indirectement. Voilà, donc toutes ces pseudo-enquêtes doivent concrètement se terminer, et avec cette décision cadre, n'importe quel salarié qui ira dorénavant en justice avec une pseudo-enquête qui n'a pas su déterminer s'il y avait harcèlement sexuel ou discrimination, eh bien aura gain de cause devant, encore une fois, cette juridiction. Voilà. Ah non, j'allais dire c'est fini, mais en fait non, j'avais encore d'autres choses, excusez-moi, pardon. Donc, après tout de même, bien sûr, quelques actions en justice, enfin, quelles actions possibles en justice. Donc, si vous êtes la victime du harcèlement, eh bien, vous pouvez obtenir réparation. Donc, si l'employeur n'a rien fait, bien sûr,
Vous pouvez obtenir réparation pour manquement de votre employeur à ses obligations en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. Donc, c'est ce que je vous disais, hein. Si vous allez devant le CPH avec donc l'enquête, comment elle s'est passée, le signalement qui n'a pas été retenu, eh bien, vous aurez gain de cause. Au prud'homme, la responsabilité d'un employeur ne pourra pas être écartée, sauf à prouver avoir pris à la fois donc toutes les mesures de prévention préalablement à la survenance des faits de harcèlement. Et autant vous dire que s'il a à peine mené l'enquête ou qu'il a même pas de procédure d'enquête couchée sur le papier, eh bien, ça sentira mauvais. Les mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement dès qu'il en a été informé. Donc là aussi, dès que j'apprends que, par exemple, dans le même bureau cohabitent un harceleur présumé et une victime, ben, je les laisse pas 3 mois dans le même bureau le temps de faire l'enquête. Là aussi, sinon, clairement, eh bien, le juge saura quelle décision prendre. Et enfin, en cas de manquement constaté par le juge, les dommages et intérêts à la charge de l'employeur couvrent l'ensemble du préjudice subi, à savoir le préjudice moral, les éventuelles pertes de salaire liées à une absence de travail non compensée par un arrêt maladie. Et il faut savoir que comme il y a une double obligation de prévention de l'employeur, celle générale de l'article L 4121-1 et celle particulière des articles L 1153-3 et suivants, eh bien, concrètement, vous pourrez demander de réparer distinctement ces deux préjudices et donc d'obtenir potentiellement, si l'employeur fait défaut à ses signalements, à ses enquêtes et à sa prévention, de plus grands dommages et intérêts. Donc là aussi, vous pouvez également, en tant que victime ou témoin, c'est ce que je vous disais, hein, le licenciement d'un salarié qui a témoigné de faits de harcèlement sexuel, qu'il les ait subis ou qu'il témoigne et qu'il les signale pour un collègue, est un licenciement nul, ce qui veut dire qu'on doit considérer qu'il n'a jamais existé, et le salarié est donc peut demander la réintégration et devra, quoi qu'il en soit, qu'il soit réintégré ou pas, devra récupérer tous les salaires du moment où il a été prétendument licencié jusqu'au moment où où c'est prononcé par le juge son licenciement nul. Donc tout licenciement, toute sanction, toute mesure discriminatoire qui serait prise à l'encontre d'un salarié qui a subi, refusé de subir ou témoigné de faits de harcèlement sexuel est nul et donc le salarié est un salarié protégé dans ce cadre. Attention, hein, vraiment, la nullité du licenciement, c'est vraiment quand on bafoue un droit fondamental du salarié. Par exemple, c'est aussi le cas dans le cadre de grossesse. J'annonce que je suis enceinte, on me licencie. Eh bien, ce licenciement est nul. Il bafoue tellement les droits fondamentaux des salariés qu'il se prescrit par 5 ans. Donc, quand je suis licencié pour cause réelle et sérieuse, j'ai 1 an pour aller devant le CPH et faire valoir mes droits. Quand mon licenciement est en réalité un licenciement nul, j'ai 5 ans. Donc, vous voyez, le salarié non seulement est protégé, mais il est protégé plus longtemps que dans un cadre autre, finalement, que ce droit fondamental qui est bafoué. Il est également possible, quand l'employeur ne fait rien et vous laisse dans la situation, d'obtenir la rupture du contrat de travail au tort de l'employeur. Donc, dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle une prise d'acte ou une résiliation judiciaire. Ça consiste à aller soi-même à rompre soi-même son contrat de travail, puis à aller devant un juge qui va qualifier la rupture au tort de l'employeur dans le cadre effectivement du harcèlement sexuel. Et là aussi, hein, puisque le licenciement du salarié victime de harcèlement sexuel est nul, si je prends acte ou que je fais une résiliation judiciaire et qu'elle est prononcée au tort de l'employeur, eh bien, elles produiront les effets d'un licenciement nul. Dans ce cadre-là, bien sûr, vous n'êtes pas assujetti non plus aux fameuses indemnités du barème Macron et vous aurez le droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire. Et là, pour le coup, c'est pas plafonné. Le juge peut, bien sûr, aller au-delà des 6 mois de salaire, ce qu'il fera la plupart du temps. Donc, la CFTC peut bien sûr vous accompagner si vous souhaitez intenter une action dans ce cadre-là. Hein. J'ai vu qu'il y avait une question plus tôt dans le webinaire sur les actions possibles ou comment entreprendre une action dans le cadre du harcèlement managérial. Donc, bien sûr, la CFTC peut vous accompagner dans ce cadre-là. Concrètement, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles qui sont ici et qui concernent le harcèlement sexuel. Elles peuvent exercer ces actions donc en faveur d'un salarié, bien sûr sous réserve de justifier d'un accord écrit de sa part. Et le salarié, lui, bien sûr, peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention, mais nous allons bien sûr entrer dans la phase de questions-réponses. Et donc, nous allons reprendre les questions que vous avez mises dans le chat et y répondre. Voilà. Donc, nous avions une première question. Quelle démarche justement entreprendre pour faire reconnaître un harcèlement managérial? Alors, c'est tout un tas de démarches. Déjà, au niveau individuel, il faut que les salariés concernés recueillent un maximum d'éléments de preuve. Ça peut être des actes médicaux, des certificats médicaux de leur médecin traitant, du médecin du travail. Et ensuite, il faut pas hésiter à solliciter le CSE. Le CSE, dans un premier temps, il peut simplement rendre un avis relatif aux conditions de travail des salariés. Et si besoin, il peut aller encore plus loin. On l'a vu lancer une enquête. Dans ce cas, enfin, lancer une alerte qui déclenchera une enquête conjointe employeur-représentant du personnel. Et pour aller encore plus loin, il peut aussi diligenter une expertise. Alors, soit dans le cadre d'une consultation récurrente, soit une expertise dite libre. Bon, dans ce cas-là, il faudra assumer le financement plein et entier de cette expertise, mais c'est déjà des démarches qui vont permettre de matérialiser, de montrer concrètement le harcèlement moral managérial. Ensuite, il y avait une question sur les différents signaux faibles. Tu as en partie répondu tout à l'heure. Voilà, c'est tout ce qui est un petit peu insidieux. Par exemple, en termes de harcèlement moral, c'est tout ce qui va tenter il y aura plein d'exemples, mais déstabiliser un travailleur, lui faire des critiques sur son apparence physique, une certaine agressivité, des menaces. Ça peut être un tutoiement sans réciprocité, interrompre systématiquement la personne, omettre les éléments de politesse basiques, l'humour déplacé, à connotation raciste, à connotation sexiste, tu en as parlé. Voilà, ça peut être l'isolement d'un salarié, en tout cas une stratégie d'isolement mise en place par la direction ou par son manager ou par ses collègues, qui peut se matérialiser les fonctions d'une personne, oublier de le convoquer aux réunions où les collègues sont invités. Voilà, ça peut être en matière de paye, par exemple, un paiement systématiquement en retard par rapport aux autres salariés. Voilà, des convocations émises, retirées, ce qu'on appelle des pratiques persécutrices. Voilà, une surveillance excessive, une vérification particulièrement tatillonne du travail du salarié. Voilà, tout ça, c'est des signaux faibles. Il y en a, c'est inimaginable le nombre de signaux faibles qu'on peut déceler. Mais voilà, il faut être attentif là-dessus. Qu'est-ce que j'avais noté comme question ensuite? Le refus d'avance et de relation de la part d'un hiérarchique N+2 qui a pour conséquence pour la salariée d'isolement professionnel, de dénigrement de la part du hiérarchique, de dénigrement devant d'autres salariés, est-il un harcèlement sexuel ou moral? Alors pour moi, c'est pas harcèlement sexuel, ce sera plutôt du harcèlement moral, cette partie-là. Puisque isolement professionnel, dénigrement, après effectivement, faut voir. Là pour l'instant, de ce que je lis de la question, il n'y a rien à connotation sexuelle, sexiste ou de pression grave, même non répétée dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles. Donc pour moi, on est plutôt sur tout ce dont tu viens un peu de parler, sur tout ce dont tu as parlé pendant le webinaire, sur le harcèlement moral. Pardon. Ensuite, pourquoi n'y a-t-il pas de référent harcèlement moral au sein des entreprises? Alors, il est possible de créer des référents harcèlement moral. Et d'ailleurs, moi, j'ai vu des entreprises par accord d'entreprise qui déterminaient que le référent harcèlement était un référent harcèlement sexuel plus un référent harcèlement moral. Ça, je l'ai vu.
En l'occurrence, la loi ne l'a pas prévu puisqu'effectivement, ce référent harcèlement sexuel est apparu à l'aune, encore une fois, des affaires MeToo, Balance ton port, etc., affaire Weinstein, et qui concrètement, effectivement, avait quand même, surtout pour but principal, le sexisme ordinaire et le harcèlement sexuel en entreprise. Donc c'est pour ça que vraiment on est sur ce type de référent qui est spécifique au harcèlement sexuel. Ensuite, une salariée qui touche les cheveux de ses collègues à chaque fois qu'elle passe derrière elle, est-ce un harcèlement sexuel? Alors, je ne sais pas si vous avez quand même noté dans la définition que le harcèlement sexuel, comme le harcèlement moral, est aussi lié à comment la personne le reçoit. Donc, concrètement, si ses collègues ne sont absolument pas dérangés, que ça fait 10 ans qu'elles sont collègues, qu'elles se touchent les cheveux entre elles, et que tout le monde l'accepte sans que ça ne crée aucune dégradation, milieu offensant, etc., il y a, à mon sens, pas d'office du fait de l'acte de toucher le cheveu de harcèlement sexuel. Voilà, c'est la question. Donc, à voir comment c'est pris par les collègues. À partir du moment où une seule collègue effectivement montre, soit, comme je le disais, clairement par des paroles ou des actes, ou par des évitements que ça ne lui plaît pas, eh bien là, ça crée un environnement dégradant. Et si c'est répété, eh bien effectivement, ça peut devenir du harcèlement sexuel. Voire même une agression sexuelle dans les cas les plus... Non, parce que l'agression sexuelle, c'est sur 5 endroits précis. La bouche, la poitrine, les fesses, le sexe et les cuisses. Ok. Voilà. Il y a agression sexuelle si tu touches une de ces parties avec menace, contrainte, violence ou surprise. Okay. Voilà, c'est ça la définition de l'agression sexuelle. Donc les cheveux ou les pieds, si on pense à certains politiques fut un temps, ne sont pas encore des éléments entrant dans la définition de l'agression sexuelle. Alors ensuite, un représentant du personnel ayant eu connaissance d'un harcèlement et ne l'ayant pas fait remonter, peut-il être sanctionné? Sur le plan du droit du travail, absolument pas. Il n'y a pas de jurisprudence sur lequel un représentant du personnel a été sanctionné parce que dans le cadre de votre mission, vous n'avez pas à être sanctionné par l'employeur. Votre mission d'élu n'est pas un élément de votre contrat de travail. Il ne peut pas sanctionner. Vous n'avez pas fait correctement votre mission d'élu. Il n'est pas votre employeur sur ce point-là. Donc, il ne peut pas vous sanctionner. Et la loi ne l'a jamais sanctionné non plus. Après, je tiens quand même à dire qu'effectivement, la question qu'il faut que vous vous posiez dans ce cadre-là, puisque j'ai tendance à supposer que cette question elle est posée parce qu'il y a eu un fait qui a été précisé à un référent potentiellement ou à un élu du personnel, et qu'en fait on lui a dit n'en parle pas, je veux pas que ça se sache, je te le dis à toi, mais je veux pas que ça se sache, et il l'a pas fait remonter. Là, la question qu'il faut que vous vous posiez, mais là c'est plus sur le plan de votre mission, sur le plan éthique, j'irais quasi dire sur le plan moral, même si j'aime pas du tout ce terme, la question que vous devez vous poser ici, à mon sens, c'est est-ce que je protège réellement ce salarié en ne parlant pas de son problème? Et deuxième question, est-ce que je participe à préserver la santé de tous les autres salariés qui sont dans le même environnement de travail en ne faisant rien? Mais en revanche, ni pénalement, ni civilement, ni par l'employeur, vous ne pouvez être sanctionné dans ce cadre-là. La désignation du référent harcèlement sexuel doit-il suivre une formation? Tout à fait, il doit suivre la même formation que tous les élus du CSE, c'est-à-dire les 5 jours obligatoires en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ensuite, j'ai signalé... Il y a une question. Voilà, j'ai quelqu'un qui dit avoir signalé un harceleur au RH, lesquels noient le poisson. Ils disent qu'il y a une zone grise entre les comportements des uns et des autres. Et donc, ils sont dans le déni, alors que vous n'êtes pas la première à lever une alerte sur ce manager en particulier. Ils disent connaître les difficultés du manager et veulent simplement lui proposer des formations. Alors, c'est le cas typique de ce qui peut se passer en entreprise avec un employeur qui est inerte, qui ne bouge pas malgré les alertes qui sont lancées. Dans un premier temps, lui rappeler ses obligations en matière de santé et de sécurité, lui rappeler peut-être les jurisprudences qu'on a vues sur les condamnations d'employeurs qui ne bougeaient pas. Et après, si vraiment il y a une inertie de la part de l'employeur, il y a la possibilité, on l'a vu encore une fois, de lancer une alerte via le CSE. L'employeur aura obligation
issu du Code du travail de diligenter une enquête sur laquelle vous aurez les yeux, donc vous pourrez voir si c'est mené sérieusement. Et au-delà de l'enquête, il y a aussi la possibilité pour le CSE de provoquer une expertise, soit dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise et les conditions de travail, ça rentre clairement dans les conditions de travail, voire une expertise lorsqu'un risque grave identifié et actuel est identifié par le représentant du personnel. Et en fait, ces deux expertises, elles sont financées à 100% par l'employeur. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir votre employeur en tant qu'élu du CSE et lui dire, soit vous lancez une vraie enquête sur ce manager, ses pratiques, soit nous, on va lancer une expertise qui sera à votre charge. Et donc, l'employeur aura tout intérêt à lancer l'enquête plutôt que de se voir contraint à une expertise. Et par ailleurs, il y a aussi des expertises libres qui peuvent être lancées par le CSE à tout moment sur n'importe quel sujet. La seule contrainte, c'est que là, elles vont être supportées financièrement par le CSE, sur son budget de fonctionnement. Mais en général, c'est pas un problème. Les CSE sont bien dotés à ce niveau-là. Et je tiens à dire, puisque l'enquête ne garantit pas un résultat, si l'enquête, suite à l'exercice du droit d'alerte, vous n'êtes pas d'accord sur les conclusions de l'enquête entre, par exemple, l'élu du CSE et la direction, eh bien là aussi, vous pouvez aller devant le Conseil des prud'hommes qui donnera concrètement, qui rendra un jugement très rapide, donc sous la forme des référés. Donc concrètement, du référé, excusez-moi. Donc concrètement, vous pouvez aller tout de suite après enquête. On n'est pas d'accord sur les conclusions de l'enquête, eh bien, concrètement, le juge peut trancher très rapidement entre vous. Alors, harcèlement moral et sexuel sont des délits pénaux. Peut-on aller directement au pénal ou faut-il passer par le CPH ou les deux à la fois? Vous pouvez aller directement au pénal, hein, bien sûr. Aucune des deux actions n'empêche l'autre. Vous pouvez faire les deux simultanément, l'un sans l'autre. Voilà, vous pouvez faire chacune des deux sans l'autre, les deux ensemble. Vous faites comme vous le souhaitez. Aucune n'empêche l'autre ou n'éteint l'autre. Voilà, sachant que la procédure pénale est quand même un peu plus lourde et plus difficile à mettre en œuvre que la procédure devant le Conseil des prud'hommes. En général, j'ai l'impression que 90% des cas sont quand même traités au niveau des CPH. Et il est vraiment rare que les cas de harcèlement moral, en tout cas, soient traités au niveau des cours criminels. C'est un peu plus le cas pour le harcèlement sexuel, mais en majorité, c'est devant le CPH. Ensuite, j'ai une question. Est-ce bien le document cité dans votre support décision cadre 2025-019 discrimination et harcèlement sexuel dans l'emploi privé et public? Tout à fait, c'est bien le document dont je vous parlais et que je vous invite vraiment à lire et à vous en inspirer pour créer une enquête structurée, organisée et, comme je vous le disais, qui garantit tous les besoins de l'enquête, l'impartialité, la neutralité, le contradictoire, etc., etc. Donc vraiment, je vous réinvite à le relire. Mais tout à fait, c'est le bon document, vous l'avez trouvé. On le mettra également en lien du webinaire pour ceux qui le cherchent. Ceux qui me connaissent aussi sur LinkedIn, il est en lien sur mon LinkedIn également. Et je crois que nous sommes arrivés à la toute dernière question de ce webinaire. Donc, il nous reste encore une fois à vous remercier. Vous avez été très nombreux pendant ce webinaire. Je crois qu'on est monté jusqu'à 50 personnes, voire un peu plus. Donc, vraiment, je tenais à vous remercier pour votre attention et pour tout simplement votre temps. Merci beaucoup. Merci, et puis on vous donne rendez-vous le 5 juin prochain pour le prochain webinaire qui sera relatif aux dernières actualités sociales en 2025. Ah, il y a quelqu'un a levé la main? T'es sûr qu'il y a quelqu'un qui nous écoute? Merci à vous. Merci à tous, très bonne journée, à très bientôt.